Alors, bonjour tout le monde. D'accord, je m'appelle donc M. Guy Mamadou et je suis votre formateur en rédaction de cahier des charges. C'est avec un réel plaisir donc que je retrouve cette classe-là et pour partager avec elle, avec vous, les auditeurs, un point important, un module extrêmement important de la formation euh, sur la conception de projets immobiliers et résidentiels. Il est important parce que simplement, on peut considérer que ce module-là, disons, recense, récapitule l'ensemble des modules qui l'ont précédé, en commençant par l'idée de projet et ses implications, bien sûr, jusqu'à la passation des marchés, en passant par le choix des sites, les études, voilà, tout ce qui est plan d'affaires, les autorisations, etc. Donc, c'est vraiment un module auquel je tiens beaucoup. Et vous le verrez d'ailleurs dans ces différentes fonctions en termes de gestion de la relation de travail, relation de travaux, relation de prestation de services, relation contractuelle, bien entendu, avec les intervenants à la réalisation du projet immobilier. Alors, nous allons essayer donc de dérouler cette présentation-là en vous faisant une brève introduction et ensuite en passant par la définition et le contenu. Nous allons aborder les fonctions qui sont assignées à un cahier des charges et également vous parler de son utilité. Un point extrêmement important auquel également je tiens, c'est de partager avec vous certaines insuffisances, certaines erreurs qu'il faut éviter de commettre dans l'élaboration du cahier des charges. On va, avant de finir par les recommandations, échanger avec vous sur la méthodologie de rédaction d'un cahier des charges. Comme vous le savez certainement, un projet immobilier et résidentiel est un projet de construction de locaux. Donc, et comme l'indique le qualificatif, c'est un projet qui est destiné à un usage d'habitation, d'accord, à titre de résidence principale ou de résidence secondaire. Et je m'arrête un peu à ce niveau-là pour vous préciser que l'importance de la résidence, du type de résidence, réside dans le fait qu'il vous permet de définir en tout cas les éléments, un des éléments fondamentaux de qualification de la redevabilité fiscale d'un ménage. Parce que c'est à partir de la résidence principale qu'on détermine en réalité là où vous devez, je résume un peu les choses, payer vos impôts. Ensuite, on va devoir s'arrêter un peu sur les critères, les conditions d'habitabilité qui sont assurées parce qu'on a dit en introduction, c'est que la destination finale, c'est effectivement d'arriver à avoir un logement. Donc, mais habiter un logement suppose au préalable l'existence d'un certain nombre de conditions. Ce sont les conditions d'habitabilité. Donc, pour y arriver, il faut faire des travaux donc, de viabilisation. Les travaux de viabilisation, vous le savez tous, ça signifie simplement faire en sorte que le site soit non seulement accessible, mais aussi que à l'intérieur du site, qu'on puisse y circuler dans les meilleures conditions possibles, que le site soit alimenté, les logements soient alimentés en eau, en électricité, que le réseau d'assainissement puisse être en place. Et certainement, ce n'est plus un luxe aussi, le réseau de téléphonie. Donc, ce sont ces éléments-là, en tout cas la réunion de ces éléments-là qui forment les conditions d'habitabilité donc du logement. Mais pour cela, arriver à faire tout ça, il faut que le promoteur, puisqu'en règle générale, ce n'est pas en réalité lui-même qui vient construire au sens vraiment terre à terre du terme, mais il va louer les services d'un certain nombre d'intervenants pour que ces derniers puissent lui faire l'ensemble des travaux nécessaires à l'habitabilité de son projet et également définir les conditions de cette habitabilité-là. Donc, c'est cet ensemble, justement, d'éléments, de documents d'information qui peut permettre à quelqu'un qui est intéressé par intervenir dans le projet, donc de pouvoir faire une offre conséquente, une offre qui soit conforme, bien entendu, aux attentes du promoteur.
Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison d'existence même du cahier des charges. Si on devrait le définir, il faut juste considérer qu'en résumé, c'est un ensemble de documents qui regroupe un certain nombre d'éléments d'information et ces éléments d'information permettent à un donneur d'ordre, qui est le promoteur du projet, donc vous-même, donc de faire votre, disons, d'élaborer votre commande. C'est à vous, justement, de définir vos besoins, mais vraiment de manière très, très détaillée, de manière très précise, sans aucun équivoque, et de manière à ce que les conditions et les modalités d'intervention que vous allez exiger de vos futurs ou potentiels co-contractants, en tout cas, soient, disons, les plus clairs possibles. Donc, c'est ça, en réalité, le cahier des charges. Donc, ce sont des éléments d'information qui sont regroupés. Ça peut être sous forme de documents physiques ou bien des documents sous forme de fichiers. Mais ce qui est important à savoir, c'est justement, disons, la qualité de ce document-là, en termes notamment de son aptitude à éclairer justement l'intervenant sur les vraies attentes donc, du promoteur. Et ça, il revient au promoteur immobilier donc de faire en sorte que cela ne prête vraiment à aucune interprétation parce que simplement la clarté y est de mise. Et au candidat, par conséquent, de pouvoir répondre convenablement à ce qui leur est demandé par le promoteur. Donc, si je dois résumer, mais vraiment, la définition d'un cahier de charges, ça renvoie à cela. Alors, il ne faut pas considérer un cahier de charges comme, disons, quelque chose qu'on peut, disons, insérer dans un cadre universel. Non. Chaque projet peut avoir son cahier de charges avec un format qui lui est propre. D'accord? On peut s'inspirer, me diriez-vous, d'un certain nombre de formats existants, mais ce qui est important, c'est que le cahier soit conforme au projet et que le cahier soit précis, adapté au projet et surtout que les différents intervenants puissent y retrouver, en tout cas, l'ensemble des éléments d'information susceptibles de leur permettre de faire, mais comme il faut, leur proposition. C'est surtout ça le plus important. D'accord? Alors, pour bien faire son cahier de charges, bien sûr, il faut garder à l'esprit un certain nombre d'exigences que cela requiert. Et la première de ces exigences-là, c'est la connaissance du donneur d'ordre et de la consistance du projet. Pourquoi la connaissance du donneur d'ordre? C'est parce que simplement, avec le donneur d'ordre, vous allez devoir contacter. Donc, si vous devez contracter, le minimum est de faire l'effort de connaître la personne avec qui vous contractez, l'entreprise avec qui vous contractez, donc le promoteur avec qui vous allez devoir, disons, encourir un certain nombre d'obligations de manière à satisfaire sa demande et vous y retrouver vous aussi. La substance du projet, bien entendu, c'est parce qu'il faut savoir ce qu'on a à faire, donc ce qui est attendu de vous en termes de travaux ou bien même en termes de prestation de services. Ensuite, les conditions de réalisation du projet, on le verra donc par la suite. La sécurité de l'environnement du projet et des travaux, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui vous permet d'avoir, disons, la tête tranquille pour pouvoir faire ce que vous devez faire convenablement en évitant de prendre des risques relativement inutiles. Donc, la maîtrise des besoins techniques et fonctionnels du projet à satisfaire. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit tantôt. Il revient au promoteur d'être assez clair dans ses besoins. Il y a des besoins de viabilisation, des besoins de terrassement, avec des besoins de mettre en place des réseaux, des besoins de construire des logements d'une certaine forme donnée, etc. Et ensuite, les éléments de fonctionnalité, c'est-à-dire il faut penser à la destination de ces logements-là. Il ne faudrait pas offrir des logements qui, une fois mis en exploitation, vont se heurter à des problèmes pour pouvoir satisfaire justement les résidents. Une définition claire des missions aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans un projet immobilier résidentiel et il est important que chacun, disons, puisse savoir où s'arrête sa mission, où elle commence et également pouvoir même se faire une idée de la mission des autres parce qu'il y a une interrelation fonctionnelle assez étroite entre les différents intervenants. Ça va pointer bien entendu également des questions de compétences qui sont requises en fonction des missions.
Les conditions et modalités de règlement des interventions, bon, c'est une exigence effectivement dont il faut parler. On ne peut pas, disons, rester silencieux sur cet aspect-là parce que quand même, il y va d'un certain nombre de choses, dont une qui est principale, ce sont les règlements des travaux. Vous ne faites pas des travaux pour ne pas vous, voilà, voir le promoteur vous payer. Donc, vous faites pour vous payer. Mais il y a des conditions, non seulement de réalisation des travaux, mais aussi des conditions à réunir pour que le promoteur puisse effectivement vous payer, mais conformément à ce qui est convenu dans le cadre des contrats que vous avez signés et qui est adossé en cahier de charges. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut connaître le promoteur immobilier? Je vous disais tantôt que vous allez entrer en contact avec quelqu'un qui est en cours de construction. Il y a des choses que je vais vous expliquer à partir d'exemples relativement simples. Simple parce que simplement des obligations juridiques qui sous-tendent la relation d'affaires que vous allez avoir va vous mettre dans le devoir de respecter un certain nombre d'obligations. Et ces obligations-là, vous ne devez pas du tout, disons, les remplir n'importe comment. D'accord? Et c'est valable dans les deux sens. Le promoteur a besoin de vous connaître, de connaître l'intervenant. L'intervenant a besoin de connaître le promoteur. Mais puisque ici, nous sommes en train de parler du promoteur, il est bon que l'intervenant puisse comprendre que le monsieur avec qui il va signer le contrat ou la dame avec qui il va signer le contrat, bon, voilà, que cette personne-là est dans les conditions de signer un contrat. Parce qu'il y a des conditions de formation du point de vue juridique d'un contrat, parce qu'une fois que le contrat est signé, vous êtes engagé. Mais il faut s'intéresser au départ à la qualité des signataires. Est-ce que vous avez le droit de signer le contrat? Parce que le promoteur intervient dans le cadre d'une société et une société obéit également à une réglementation, en tout cas du point de vue de sa gestion, du point de vue de sa représentation également. C'est la raison pour laquelle il est bon de connaître ça. Il est bon de le connaître aussi parce que c'est une manière de gérer les risques pour l'intervenant. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans une situation administrative pas tellement bien, par exemple qui a des dettes fiscales, qui demain peut faire l'objet d'un redressement susceptible même de compromettre la poursuite de son activité, ça peut poser problème. Vous avez également besoin de le connaître parce que simplement, l'aptitude à exercer le métier de promoteur, on peut l'apercevoir, l'apprécier à travers, disons-le, un certain nombre de réalisations qu'il a eu à faire. Là, vous allez vous dire que bon, je pars avec quelqu'un qui, en principe, disons, a les compétences qu'il faut pour voilà, mener son projet de promotion immobilière et que donc il a une certaine maîtrise normalement du projet à partir de son background, à partir des réalisations antérieures qu'il a eu à faire. Vous avez besoin de connaître le projet en tant qu'intervenant. Je dis bien, donc vous, promoteur, vous devez donner cette information-là aux personnes ou aux entreprises susceptibles d'intervenir, au moins des informations sur le projet en termes de localisation, de situation, d'accessibilité, tout. Parce que la personne qui va vous faire des propositions peut être intéressée par visiter le site, aller prendre un certain nombre d'éléments d'information voilà, qu'il va intégrer, dont il va tenir compte, en tout cas, dans l'élaboration de la proposition qu'il va vous faire. Le statut du foncier aussi, vous devez le faire pour rassurer la personne, parce que, prenons un cas simple, si vous ne vous donnez pas la preuve que vous êtes le propriétaire du site et que vous signez un contrat, il commence ses interventions. Un beau jour, quelqu'un arrive pour lui dire, écoutez, pourquoi vous construisez sur mon site? Voilà les dégâts déjà. Donc, un conflit éclate tout de suite, alors que vous avez déjà mobilisé des ressources, mobiliser du financement, par exemple, pour vos interventions sur le projet. D'accord? Ensuite, le projet, l'intervenant a besoin d'avoir les éléments d'information sur l'objet de ces interventions. Si vous prenez l'entrepreneur de construction, il a besoin d'avoir des plans. Mais les plans qui correspondent aux plans qui sont autorisés, donc bénéficiaires de l'autorisation de construire. Et voilà, c'est juste quelques exemples que je vous donne pour vous dire que vous devez, en tant que promoteur, disons, être très détaillé et très précis dans, disons, les plans que vous allez présenter aux promoteurs, aux entreprises qui vont intervenir, donc vous sollicitez en tout cas les propositions. Et pour ça,
il ne faut pas prendre de liberté, disons-le, en cachant un certain nombre de choses dans le projet. Non, 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 ce ne serait pas professionnel du tout. Et parce que n'oubliez pas une chose, dans l'élaboration d'un projet, il y a des libertés qu'il faut éviter de prendre. Parce que si vous le faites, vous le ramassez dans la mise en œuvre. Et ça, il est bon de l'éviter. Donc, en définitive, le donneur d'ordre doit être assez précis avec ses futurs co-contractants en leur donnant les éléments d'information utiles sur le fait qu'il est en mesure effectivement de signer un contrat avec vous parce que sa situation à la fois juridique, administrative et autres s'y prête et que par conséquent vous n'avez pas de crainte à vous faire en répondant à son appel, en lui faisant des propositions. Parce que si vous êtes retenu, vous n'aurez aucun autre problème, en tout cas à faire le travail pour lequel vous êtes invité à proposer une offre. Donc le projet aussi, c'est la même chose. Il y a des choses qu'il faut régler dès le départ, de manière à éviter que leur survenance pendant le déroulement de l'opération puisse être un élément de blocage. Ensuite, vous avez les conditions de réalisation du projet. C'est important. Dans un premier temps, vous êtes retenu pour faire un projet. Mais le projet a bénéficié d'un certain nombre d'autorisations administratives et techniques. On a souvent parlé des questions d'autorisation de construire. Oui, c'est important, mais il est bon de savoir que l'autorisation de construire qui est délivrée, au moment où vous allez intervenir pour faire ces travaux-là, l'autorisation de construire est encore dans sa durée de validité. Parce qu'elles sont très souvent, disons, accordées, ces autorisations-là, pour des durées de validité données. Ça, c'est important à vérifier. Il est bon également que la disponibilité du site soit, disons, avérée, hein, pour éviter demain, en cas de prise de possession du site, d'être confronté à des occupations, disons-le, irrégulières ou autres, qui puissent compromettre ou retarder en tout cas le démarrage des travaux. La délimitation des responsabilités, comme j'ai dit, quand vous avez un environnement dans lequel interviennent une pléthore de personnes, une pléthore de responsabilités, normalement va avec. Et il faut éviter que le chevauchement des responsabilités puisse être à l'origine d'un certain nombre de difficultés. Le respect des exigences techniques, parce que nous sommes dans un domaine qui est technique. C'est vrai qu'il y a des déclinaisons administratives, juridiques, fiscales et autres, mais à la base, quand même, il faut le dire, les aspects techniques, disons, on peut penser que l'emportent un peu parce que c'est la raison d'être principale d'un projet. Quand vous regardez bien, les responsabilités, les autres types de responsabilités sont associés à ces responsabilités techniques liées à l'objet du projet qui est de construire des logements. Donc, on est dans ce domaine technique-là et on ne construit pas n'importe comment. Il y a des normes à respecter, que ce soit les DTU, ce qu'on appelle les documents techniques unifiés. Bon, ce sont des termes techniques qu'on est obligé un peu d'évoquer. Un certain nombre de normes qui ont un caractère peut-être national, parce que chacun de nos pays dispose quand même d'un minimum de normes, même si on peut avoir des références sur des normes, à des normes relativement universelles. La planification des activités également, parce que ça permet non seulement de donner de la visibilité aux différents intervenants, mais aussi cela permet, en cas de difficulté, de pouvoir apporter un certain nombre de corrections, de rectifications, qui peuvent nous permettre en tout cas de rester toujours, autant pour moi, mais dans les échéances qui sont fixées par ouvrage, élément d'ouvrage, mais aussi pour le projet dans sa globalité. La gestion des horaires de travail aussi, c'est important, parce qu'il en va de la productivité des intervenants dans le projet, mais aussi même des questions de responsabilité encore, parce que quelqu'un qui est censé, pendant les heures de travail, être sur le site en train de travailler, mais que l'on retrouve peut-être dehors et qui serait confronté à un problème d'accident et tout, mais regardez un peu les conséquences que ça peut avoir en termes de responsabilité, à la fois au niveau individuel, mais au niveau de sa structure également. Le suivi et le contrôle des interventions aussi, c'est important. Et le projet, il est fait pour ça, en réalité. Pourquoi il faut le suivre? Pourquoi il faut contrôler les interventions? Mais c'est juste pour des éléments de conformité à toutes les prévisions, en tout cas qui sont à la base justement de l'exécution de cette opération-là. Ensuite, la sécurité de l'environnement de travail, il est important parce que c'est même une obligation
réglementaires. Vous voyez dans les différents codes, que ce soit le code de l'urbanisme, le code de la construction, etc., ces différentes réglementations ont des préoccupations qui ont trait à la sécurité, à l'hygiène, d'une manière globale. Et il est bon à ce niveau-là que le projet puisse rester, mais vraiment dans le cadre d'un respect de l'ensemble des exigences réglementaires dont l'objectif est d'arriver à créer les conditions paisibles de travail. Voilà, j'utilise ce terme-là. L'environnement, d'abord, en dehors des travaux. Bon, l'environnement, bien entendu, comme vous verrez, vous l'avez certainement vu dans différents chantiers, dans votre vie active. Ça commence d'abord par la protection du chantier, parce qu'on ne peut pas ouvrir un chantier à tout le monde. Vous verrez d'ailleurs souvent des interdictions d'accès sous forme de panneaux au niveau des chantiers. Mais pourquoi? Parce que simplement, c'est pour éviter que quelqu'un qui ne doit pas être au chantier y soit, alors que la personne peut être mal intentionnée, voilà, ou bien faire des choses en tout cas qui ne sont pas normalement en faveur du bon déroulement des travaux. Les questions de nettoyage du chantier, c'est comme chez vous aussi, hein, donc chez nous tous. Donc, ça renvoie à des questions de propreté, donc d'hygiène, dont j'ai parlé tantôt. La circulation du chantier, ça fait l'objet d'un traitement spécifique. Quand vous prenez possession d'un chantier, vous êtes obligé, pour faciliter la mobilité dans le chantier, de réfléchir sur les circulations, sur les environnements où vous allez faire les aires de fabrication, voilà, etc. Ensuite, la mise en place d'équipements comme les bureaux de chantier où les réunions vont se tenir, les vestiaires, etc. Bon, la détection et le contrôle des incendies également, ça, ce sont des éléments qui sont effectivement importants et qu'il faut mettre effectivement dans le cahier des charges de manière à pouvoir y définir aussi les éléments de leur prise en charge. Ça, on le verra un peu plus loin. Ensuite, vous avez la sécurité des travaux. Sécurité des travaux, on ne peut pas évoquer cette sécurité-là sans penser aux intervenants. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de penser à un mal qu'on aurait fait en ouvrage, mais plutôt à la protection des personnes qui interviennent. D'ailleurs, on parle souvent d'équipements de protection individuelle en renvoyant à tout ce qui est, je ne sais pas moi, casque qu'il faut porter, des lunettes de chantier, des chaussures de chantier, voilà, des gants, voilà, en fonction des travaux auxquels on est préposé également. Ensuite, vous avez la dotation en course de premier secours, parce que généralement, quand même, un chantier, il y a le plus souvent des accidents. L'objectif, c'est d'arriver à minimiser effectivement la survenance de ces accidents-là, mais n'empêche, quand il arrive, il y a au moins un minimum de possibilités de soins à apporter, donc disons de soins de premier secours. Et pour ça, il faut du matériel qui doit être stocké dans le chantier. Alors, les besoins techniques donc, et fonctionnels, ça, ce sont les autres exigences. Alors, là, c'est à partir de tout ce qui est analyse fonctionnelle du projet qu'on arrive quand même à déterminer non seulement ces besoins-là, mais aussi à préciser l'ensemble des spécifications qui vont avec. Nous avons deux catégories de besoins. Vous avez ce qu'on appelle les besoins techniques. Je l'ai évoqué tantôt, les besoins techniques, vous les retrouvez déjà, en tout cas, la preuve de leur satisfaction est dans les plans d'architecture du projet d'abord. Parce que il revient au promoteur de définir les types de logements qu'il veut réaliser. Est-ce que c'est des F3? Est-ce que c'est du pavillonnaire? Je suis dans du collectif, etc. Et justement, une fois son vœu-là précisé, c'est cela qui doit faire l'objet d'une autorisation de construire. D'accord? Ce qui fait que donc, la portée pratique des plans d'architecture réside à ce niveau-là en tant que besoin technique à satisfaire. Les cadres de devis quantitatifs. Les cadres de devis, il est important de les prévoir, parce que simplement, la structure qui va soumissionner, qui peut être intéressée, doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire en termes d'ouvrage, mais vous le savez mieux que moi, chacun des ouvrages obéit à un cadre quantitatif. Il est bon de le préciser. L'utilité est également dans l'évaluation des propositions que vous, promoteurs, vous allez recevoir par la fuite. Parce que ça vous permet au moins d'avoir une base uniforme à partir de laquelle
la comparaison des propositions qui vous seront faites va s'en trouver facilitée. Vous avez les divers descriptifs et les budgets estimatifs. Les descriptifs, également, quand vous demandez à quelqu'un de faire une villa pour vous, il vous revient de lui préciser ce que vous voulez qu'il réalise pour vous dans tous les corps d'État, que ce soit en plomberie, électricité, menuiserie, etc. Il ne va pas venir vous poser une menuiserie bois alors que vous avez prévu quand même de l'alu, etc. Donc, de manière très grossière, c'est un peu comme ça que je peux vous l'expliquer. S'il y a d'autres détails que vous souhaitez avoir, on pourra y revenir. Ensuite, les normes qu'il faut suivre et respecter aussi sont précisées dans le cahier parce que c'est un besoin technique extrêmement important, plus les matériels également à poser. Les prescriptions générales et particulières, je le disais tantôt, chaque projet a une spécificité qui fait que, en dehors des explications qui ont un caractère relativement général, il est bon que les spécificités du projet puissent être dégagées. D'autant plus que, aujourd'hui, si je prends l'air du temps, les notions de durabilité font que le projet qui s'est réalisé il y a 20 ans n'est plus le même que le projet qu'on peut réaliser, qu'on doit réaliser aujourd'hui. Parce que les considérations qui sont liées, disons-le, à la sécurité énergétique, etc., ne sont plus, ne sont pas les mêmes. Nous avons évolué à tel enseigne que aujourd'hui, ce sont des notions de durabilité qui prévalent dans pratiquement tous les projets et dont il faut tenir compte, par conséquent, dans l'élaboration des différentes techniques devant mener à leur réalisation. Les besoins fonctionnels pour le projet doit être piloté, suivi et contrôlé. Bon, bien entendu, il y a divers types de contrôle, divers types de suivi, parce que les motivations qui sont derrière ne sont pas forcément les mêmes. Si vous prenez le cas d'un besoin de contrôle technique qui est réalisé par un bureau de contrôle, vous comprendrez que ce n'est pas la même chose, parce que le bureau de contrôle intervient effectivement de façon à ce que la sécurité que l'on veut sur la fonctionnalité d'un ouvrage puisse être au rendez-vous. Donc, l'ouvrage qui est édifié soit résistant et présente également les qualités de stabilité qui sont nécessaires, en tout cas, à son maintien, qui sont nécessaires à son utilisation. Donc, ce type de contrôle, c'est différent d'un autre type de contrôle qui peut être fait, par exemple, un contrôle de conformité qu'un architecte fait. Moi, j'avais prévu de faire ici un F3, mais vous m'avez conçu un F2. Bon, ça, on est dans la conformité. On n'est pas dans le contrôle technique pur. Ensuite, la coordination des corps d'État, c'est important parce que vous avez des interventions qui sont liées. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez soit perdre du temps ou bien encourir des surcoûts par un défaut de coordination, un défaut d'enchevêtrement correct, de succession correcte dans l'exécution des ouvrages. C'est la raison pour laquelle ce besoin fonctionnel doit être pris en charge. Les circulations et la mobilité, ça c'est dit en haut, c'est une des conséquences effectivement des besoins techniques. Ensuite, l'animation du chantier et la planification des interventions, c'est ce qui a été noté aussi dans l'introduction, je ne vais pas y revenir. La réception des ouvrages et le règlement, oui, parce que cette réception-là est nécessaire, parce que quand vous confiez un boulot à quelqu'un avec, disons, des conditions données, il est bon de vérifier à l'achèvement, avant de prendre possession de l'ouvrage qui est présenté, de vérifier que cet ouvrage ne souffre pas de conformité ni d'autres formes ou d'autres types de qualité. Et par conséquent, si cela est maintenant, vous vous mettez dans les conditions de devoir procéder au paiement, c'est donc qui font partie de vos obligations. Alors, les missions et les compétences. Donc, tout à l'heure, j'ai même anticipé un tout petit peu en évoquant cela. Vous savez, pour réussir un projet, il y a ce qu'on appelle un peu le triangle magique, qui est magique en principe, mais qui peut s'avérer infernal si on n'est pas assez regardant justement sur les exigences justement dont nous venons de parler. Arriver à avoir un ouvrage de qualité, ça passe par une bonne gestion des coûts et des délais. Donc, ouvrage de qualité, c'est lié à la qualité des exécutions, à la qualité des ouvrages qui sont donnés.
Le respect des délais renvoie à des formes de considération même qui peuvent arriver même à des considérations de financement. Ensuite, la gestion des coûts, n'en parlons pas parce que on voit souvent des projets perdre en rentabilité parce que simplement ils ont subi des dérapages dans les délais, des dérapages dans les coûts également, et ça ne participe pas justement de la réunion, disons, des conditions de qualité d'un projet. Alors, les différentes missions qu'on retrace dans le cadre d'un projet immobilier résidentiel, elles commencent tout naturellement par les études. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir réaliser un projet sur un site que vous ne connaissez pas. Et ce qui vous permet de connaître ce site véritablement, c'est non seulement de le visiter, mais de mener également les études nécessaires en profondeur sur le site. Il ne s'agit pas de voir que ce site-là, il est bon parce qu'il est plat, il est ceci, non, non. La consistance du sol, par exemple, fait partie des types d'études. Il est bon de faire les études. Les modules précédents l'ont défini, en ont parlé de long en large. J'espère que simplement vous avez pu les suivre, d'accord? Mais vous comprendrez que les études intéressent pratiquement tous les projets. Voilà, toutes les étapes du projet, en commençant par le sol, les études architecture, les études techniques, donc les études qui ont trait au lot technique, jusqu'à l'aspect financier avec le plan d'affaires qui comprend ce qu'on appelle des études de faisabilité et dans lesquelles j'inclus tout ce qui a trait aux études de marché, etc. Donc, il est bon de le faire. Ensuite, vous avez le suivi et la vérification. Vous avez des points de repère que vous mettez dans un projet et il est bon de suivre leur évolution. C'est ça qui explique la présence de ce type de mission. On confie également à des professionnels parce qu'il y a des structures qui interviennent et qui ont pour vocation justement de vous faire de remplir ce type de mission. Le contrôle technique avec les garanties qui vont avec, je vous en ai parlé tout à l'heure en évoquant le cas des bureaux d'études techniques, ce sont des missions dont on a besoin. Mais ces missions n'auront de sens qu'à partir du moment où il y en a d'autres qui portent sur l'exécution. Parce que vous contrôlez quoi? Vous contrôlez des ouvrages qu'on exécute, qu'on met en œuvre. Par conséquent, il est bon que ces missions d'exécution-là également soient menées. D'accord? Et c'est mené par justement les intervenants à qui vous allez soumettre ces cahiers de charges-là. Comme ça, ils auront une idée des conditions d'exécution de leur mission de réalisation, leur mission de constructeur en fait. Les missions renvoient en termes de prise en charge aussi à des compétences, parce que chaque mission a des particularités qui font qui appellent à des compétences également spécifiques. D'accord? Mais si on doit dégager une sorte de cartographie, vous retiendrez que les interventions dans un projet de cette nature-là nécessitent quand même un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'aptitudes dans de différents domaines, comme au plan technique. Même pour un exemple simple de dessin technique, je vous ai parlé de plan. Mais le plan, il faut qu'il y ait des compétences techniques pour le faire. D'accord? On en a besoin également de connaissances en matière de technique et matériaux de construction, parce que nous sommes dans la construction. Donc, vous réalisez des ouvrages à partir d'un certain nombre de matériaux. Il est bon de connaître ces matériaux-là. La réglementation et les normes de construction aussi, on ne construit pas n'importe comment non plus. Il y a un cadre qui est défini, qui est réglementaire, dans lequel il faut rester pour pouvoir donc espérer en tout cas réaliser des ouvrages de qualité infinie. L'économie de la construction aussi, c'est un domaine dans lequel il faut de la compétence parce qu'on ne réalise pas un projet pour perdre de l'argent, même si on est dans du social. Et par conséquent, pour éviter ce type de déconvenu-là qui consiste à perdre de l'argent, il est bon d'associer des spécialistes de l'économie de la construction dans l'élaboration du projet. Alors, le règlement des interventions, il s'agit simplement du paiement des ouvrages qui sont faits. C'est à ça que j'ai pensé. Vous signez un contrat avec des entreprises en tant que promoteur, ils vous réalisent des ouvrages. Vous êtes obligé de leur payer parce que ça fait partie des obligations. Vous êtes dans une logique, une relation contractuelle qui vous génère donc des obligations comme elles le font également, disons, en contrepartie pour les intervenants.
D'accord? Donc, le règlement des interventions, ça doit être défini. Les conditions, en tout cas, doivent être définies dans le cahier des charges. D'accord? Et très souvent, l'absence de définition des modalités et des conditions de règlement peut créer un certain nombre de situations relativement conflictuelles pendant le déroulement des travaux, pendant le déroulement du projet. Et ça fait partie des choses qu'il faut, à mon avis, éviter. Parce que quand même, il y a un climat de confiance qui doit régner, certes, dans le projet, mais ce climat de confiance-là doit être basé sur le respect des différentes obligations des uns et des autres. Et cela veut donc dire que les conditions sont là et réunies pour pouvoir le faire. Et la meilleure manière de réunir ces conditions-là, c'est de ne pas être silencieux sur justement un certain nombre de choses qui ont trait au mode de rémunération, par exemple, au type de marché que vous avez. Vous avez entendu souvent parler des marchés, des marchés forfaitaires, à prix forfaitaire, ou bien des marchés à prix unitaire. Voilà, des choses comme ça. Il est bon à ce niveau-là d'éviter, mais vraiment l'absence de référence sur les conditions qu'il faut pour procéder au règlement. Aujourd'hui, si je dois illustrer, vous prenez simplement un cas tout à fait simple. Un emprunneur vous présente un décompte à payer. C'est un décompte de travaux, par exemple, de plancher. Vous dites à la personne, mais non, vous n'avez pas encore fini vos travaux de plancher parce que dans le décompte, vous avez considéré que tout est fait, alors que si c'est un plancher ourdi, vous n'avez pas encore mis la dalle de compression. Bon, si dans le document, vous n'aviez pas précisé que pour qu'un ouvrage soit payé, il faut que la réalité de sa réalisation puisse être constatée sur le site par une personne habilitée, une entreprise habilitée dont la mission est une mission de suivi et de contrôle. Tout de suite, vous avez un problème. D'accord? Et ça, il faut l'éviter. Un autre cas de figure que je vous présente, c'est que les marchés à prix unitaire et les marchés à prix forfaitaire. Vous prenez un emprunneur qui se trouve être un menuisier. Le menuisier vous pose deux portes. L'une des portes vaut 25 000, l'autre porte 35 000. Donc, ça fait 60 000. Si vous êtes dans le cadre d'un marché à prix unitaire, s'il a posé la première porte de 35 000, il est en droit de vous facturer 35 000. Mais si vous êtes dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, il a posé une porte sur deux. Donc, en termes de réalisation, c'est 50%. 50% de 60 000, c'est 30 000. Alors que de l'autre côté, on avait calculé à prix unitaire, on devait payer 35 000. Donc, si le type de marché n'est pas défini dans le cahier des charges, mais vous pouvez avoir un problème, un conflit à ce niveau-là avec votre co-contractant qui est l'entrepreneur. Par conséquent, le règlement des interventions doit pouvoir se faire dans un cadre apaisé, dans un cadre où tout est défini, chacun sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il doit le faire. C'est en fait ça le but du jeu à ce niveau-là, si on veut éviter en tout cas les mauvais, les conflits en cours de chantier. Alors, les fonctions d'un cahier de charges, finalement, c'est une manière de se poser la question, ça sert à quoi? Un cahier de charges. La première fonction dont on a parlé pratiquement depuis le début jusqu'à présent, c'est la définition du projet. Ça permet de définir le projet dans toutes ses composantes, dans toutes ses déclinaisons. Le cahier de charges est aussi un référentiel technique parce que comment on doit faire les choses, c'est prévu dans le cahier des charges. Les éléments d'information, en tout cas, qui y renvoient, doivent être contenus dans le cahier des charges. Une des fonctions qu'on attend d'un cahier de charges également, c'est que cela aide à maîtriser les risques. Vous avez un certain nombre de risques que vous encourez quand vous faites un projet. Donc, une manière de les éviter, parce que les risques peuvent prendre une origine interne comme elles peuvent être d'origine externe. En tout état de cause, il vous faut, dans le cahier des charges, mettre en place tous les points qui vous permettent d'éviter, quelle que soit leur origine, en tout cas un certain nombre de risques liés au développement du projet. Pour la structuration des offres également, rien que le fait de donner un cadre quantitatif pour tout le monde vous permet déjà, à mon avis, d'aider, de mettre en place en tout cas les bases
d'une structuration des offres que vous allez recevoir des clients, de vos entrepreneurs autant que moi. Le cahier des charges est une base contractuelle. C'est vrai que vous allez signer un marché de travaux, mais ne le perdons pas de vue. Le marché de travaux n'est pas le seul document contractuel. D'ailleurs, très souvent, vous y trouvez des dispositions qui renvoient aux autres éléments qui composent le marché. Ce sont les plans, ce sont les descriptifs, ce sont les cadres quantitatifs, voilà, etc. C'est le cahier des charges donc, dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle cela fait partie donc, des fonctions qui sont assignées à un cahier des charges. Donc, ça prépare, ça constitue une base contractuelle à côté donc, du marché. C'est un des éléments du marché en réalité. Maintenant, son utilité, on peut considérer qu'il y a trois éléments qui nous permettent, en tout cas, de faire ressortir l'utilité d'un cahier de charge, du point de vue de la gestion du projet en interne déjà. D'accord? Parce que, comme je le dis, ça permet de clarifier le projet, une meilleure maîtrise du projet. Vous ne pouvez pas solliciter disons, des entreprises pour un travail donné si vous n'en avez pas vous-même la maîtrise, si vous n'en avez pas une idée claire. Donc, c'est la raison pour laquelle l'utilité d'un cahier de charge, c'est d'aider justement à avoir une idée claire de ce que l'on veut faire comme projet immobilier résidentiel. C'est aussi un support de communication pour les différents acteurs. Vous savez, quand vous faites un projet comme ça, il est bon de rester dans une certaine transparence, d'accord, avec tous les intervenants. Et cette transparence-là, disons, a pour support l'information, donc la communication également. D'accord? Ça vous permet mais vraiment de mettre en place toutes les conditions et modalités de communication entre les différents acteurs. Parce que l'absence de communication entre les acteurs peut également être à l'origine d'un certain nombre de difficultés, à mon avis, qu'il faut éviter. La mobilisation du personnel, ça fait partie effectivement de l'utilité d'un cahier de charge, surtout quand, dans le cadre de son élaboration, vous avez été assez, disons, collaboratif avec l'ensemble des membres du personnel qui sont directement en particulier impliqués au projet. Et enfin, une fois tout ceci dit, je voulais qu'on s'arrête un peu sur un certain nombre de choses, parce que vous savez, pour définir quelque chose, comme je l'ai dit, je pense tantôt, on peut le faire en expliquant ce qui n'est pas ou bien en donnant des éléments d'information sur les risques qui peuvent compromettre en tout cas sa viabilité. C'est le cas ici. Vous savez, pour élaborer donc un cahier des charges, il faut être, disons, très, très préventif. D'accord? Parce que vous avez beaucoup de déconvenus dans les projets immobiliers, beaucoup de conflits, des dénouements qui se sont avérés assez laborieux par la suite, mais parce que simplement, le cahier des charges a souffert justement d'un certain nombre de manquements. Nous avons essayé d'en retenir, disons, trois grandes catégories. Le premier des manquements concerne les oublis. Il faut éviter d'oublier quelque chose dans le cahier des charges parce que si vous le faites la plupart du temps, quand un problème lié à l'objet de l'oubli se pose, bon, la partie, disons, susceptible d'en souffrir peut justement se réfugier derrière l'oubli pour justifier, disons, le fait qu'en tout cas, il ne lui revient pas d'en payer le prix. Par conséquent, tout ce qui est oubli, il faut l'éviter. J'ai essayé de mentionner juste trois indicateurs là-dessus en parlant de l'achat de la souscription d'une assurance des travaux, parce que très souvent, qu'est-ce qui peut arriver en dehors des polices d'assurance qui sont liées à la responsabilité civile, il y a d'autres polices qui sont susceptibles d'être contractées en dehors justement de celle-là, de cette police de responsabilité civile. Je pense à tout ce qui est assurance, disons-le, assurance tout risque chantier, par exemple. Vous avez parfois des maîtres d'ouvrage, donc des promoteurs qui vous disent qu'ils prennent sur eux le soin donc, de souscrire cette police-là, mais d'autres vous disent non, je laisse le soin avant qu'il intervient de le faire. C'est la même chose également pour une police comme la responsabilité civile décennale. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier de souscrire. Voilà, l'oubli à ce niveau-là peut être, disons, fatal au bon déroulement du projet.
L'oubli sur les références aux fichiers techniques, ça veut dire donc qu'il y a le risque qu'on construise n'importe quoi et n'importe comment. Voilà. Ensuite, la possibilité d'offre de variantes. Il ne faut pas oublier, effectivement, de donner la possibilité à un constructeur qui est censé être un professionnel de pouvoir faire des propositions allant dans le sens justement de l'amélioration de votre projet, de l'amélioration de la qualité des ouvrages qui sont contenus, qui sont à réaliser dans ce projet-là. Donc, si vous oubliez de le faire alors que cette possibilité est là, ça peut être quand même un tout petit peu, disons, un inconvénient pour le projet. Ensuite, deuxième catégorie, ce sont les imprécisions. J'ai parlé de la composition des prix en dépenses, charges, frais, aléas, etc. C'est pour éviter simplement qu'on vous fasse le reproche demain de dire que non, dans le prix que j'ai proposé, par exemple, moi j'avais proposé ceci, il y avait ceci, il y avait cela qui était compris, alors que vous n'en aviez pas du tout parlé, vous ne l'aviez pas évoqué, vous n'avez pas tenu compte dans les prescriptions qui sont contenues au niveau de votre cahier de charges. Les conditions d'acceptation de travaux supplémentaires également. Quand leur opportunité va se présenter, il faut d'abord en discuter. Et pour ça, les modalités doivent être prévues dans le cahier de charges. Vous ne pouvez pas venir exécuter un ouvrage qui n'était pas prévu au projet, voilà, et puis demander qu'on vous les paie, alors que les modalités, justement, de leur prise en charge ne sont pas préalablement définies dans le cahier de charges. C'est la raison pour laquelle il faut être assez précis en voilà, donnant une idée claire de l'ensemble des conditions qui doivent être réunies pour que des travaux supplémentaires puissent être acceptés avant d'être exécutés d'abord. Ce qui fait que donc, après, le règlement pourrait ne pas souffrir, en tout cas pour l'entreprise, d'une quelconque difficulté. La référence aux normes applicables, également, je l'ai dit tantôt, ça, ce sont des considérations techniques. Vous ne pouvez pas appliquer des normes qui ne prévalent pas, voilà, dans l'environnement du projet, bien dans le pays dans lequel se fait le projet. Les erreurs qu'il faut éviter constituent la troisième catégorie de ma cartographie. Et je vous ai donné ici deux exemples. L'indication d'un produit d'étanchéité qui s'avère non assurable, parce que, bon, vous savez, les complexes, surtout quand il s'agit de complexes monocouches, il y a un certain nombre de qualités qui sont attendues de ce complexe-là, en termes de consistance, en termes d'épaisseur, en termes de modalité de pose, etc. Donc, si vous recommandez, par exemple, un produit d'étanchéité qui n'a pas du tout l'épaisseur nécessaire pour être assurable, mais vous créez déjà des problèmes parce que simplement, l'entrepreneur d'étanchéité qui va poser ce complexe-là va vous dire, mais non, vous m'aviez demandé ce produit-là. Mais si au moment où vous le demandiez, vous ne savez pas que ce produit allait souffrir d'un problème d'épaisseur pour pouvoir bénéficier d'une couverture par l'assurance, vous êtes effectivement dans l'erreur. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut effectivement éviter également. Donc la limitation de la durée du projet à celle des travaux, ça également, c'est valable jusque même dans les requêtes de financement. Quand vous faites vos prévisionnels de trésorerie, il faut être le plus large possible. Ce n'est pas parce qu'un ouvrage est terminé que le projet est terminé. Parce qu'un projet, il y a d'autres phases qui ont créé à la commercialisation, etc. Donc c'est pour ça qu'il est bon à ce niveau-là de faire très attention. Alors, dans l'élaboration d'un cahier de charges, en plus du fait qu'il faut être extrêmement rigoureux et avoir une grande maîtrise du projet, je pense qu'il faut penser y associer quand même l'ensemble de votre personnel. Mais auparavant, il y a une démarche qui est beaucoup plus importante. Comment planifier l'élaboration justement d'un cahier de charges? J'essaie de vous le présenter en vous donnant les indications sur le phasage d'abord. La première phase va comprendre deux aspects. D'abord, une note d'opportunité. Si vous réalisez un projet, vous devez vous prononcer, vous devez vous assurer, disons, de l'opportunité de réalisation du projet. Et ça, c'est à travers une note d'opportunité que vous devez le faire. On est dans la phase numéro 1 du projet. Et ensuite, vous organisez justement le déroulement du projet, depuis sa phase conception jusqu'à sa réalisation. D'accord? Et pour ça, vous mettez en place une équipe que vous allez choisir en fonction de ce que vous avez en main en interne.
notamment en termes de qualification, de compétences, etc. Donc, vous organisez. Donc, disons-le, la phase numéro 1 est pratiquement une phase d'organisation. Vous avez la phase numéro 2 maintenant, qui consiste à se pencher, mais vraiment sur la rédaction du cahier de charge. Cela commence déjà par sa structuration. Comment est-ce qu'il faut structurer le cahier de charge? Quel contenu il faut y mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas y mettre? Etc., etc. Donc, puisque je vous l'ai dit tantôt, un projet a des spécificités. Ici, c'est un travail d'une extrême, disons, d'une extrême acuité, mais aussi qui nécessite beaucoup de précision et beaucoup de connaissances. D'accord? Surtout qui nécessite beaucoup d'interrelations compte tenu de la transversalité des compétences qui sont nécessaires. Toujours dans la phase 2, vous mettez en place donc une sorte de comité qui va lire le cahier de charges et qui va servir en même temps de comité pour la validation du cahier de charges. Et enfin, vous avez la phase numéro 3, qui est donc la phase de finalisation du cahier de charges et qui sera suivie, bien entendu, d'une phase de consultation des différentes entreprises. Donc, c'est la partie appel d'offres, passation de marché, etc. Voilà. Donc, l'élaboration du cahier de charges, vraiment, ça va comprendre les 3 premières phases. Ensuite, la dernière, c'est la phase de consultation où le cahier de charges est validé. Et puis, ça vous permettra maintenant d'aller et solliciter directement, donc, de passer à la phase de consultation des entreprises. Alors, la note d'opportunité, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est le résultat donc, de cette analyse-là. Ensuite, l'équipe projet, au niveau des membres du personnel, il est bon à ce niveau-là donc de procéder, mais vraiment à la réunion de l'ensemble des compétences. C'est vrai qu'il peut arriver que vous ayez besoin de compétences qui ne sont pas en interne, donc il faut aller les chercher dehors. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur l'aspect organisation à ce niveau-là, dont la mise en place de l'équipe du projet fait partie. Une fois que vous avez identifié donc cette équipe-là, elle va travailler dans la manière de structurer, dans le contenu même qu'elle va donner au cahier de charges. Ensuite, les éléments de rédaction qui vont suivre seront naturellement soumis à un comité de relecture avant que le cahier ne puisse être, disons, voilà, ne puisse être validé. Ensuite, le cahier est finalisé et versé au dossier pour la consultation des entreprises, parce que je vous ai dit, ça fait partie des documents contractuels aux entreprises. J'ai juste quelques recommandations pour finir. Je vous ai dit tantôt que quand vous devez élaborer un cahier de charges, il faut vraiment commencer par planifier le processus et éviter mais vraiment de vous mettre dans une situation de, disons, de pilotage à vue de l'élaboration du projet. Et pour ça, il faut avoir un personnel, il faut faire en sorte que l'ensemble de l'équipe puisse être vraiment engagé dans l'élaboration du projet et que le personnel soit responsabilisé également dans ce processus-là. Ensuite, le deuxième point, c'est mettre en situation le projet. Cela vous permet effectivement d'anticiper. C'est comme si vous étiez dans le réel, quoi, alors que vous n'y êtes pas. Donc, c'est une perspective, à mon avis, qu'il faut essayer d'asseoir dans le groupe de travail que vous mettez en place. Et ensuite, parcourir tous les éléments de contraintes. On sait, les contraintes classiques sont liées au délai, et donc voilà, aux questions de finances, aux questions de budget également. Donc, le planning des travaux et les éléments de droit. D'accord? Ensuite, il faut privilégier la démarche collaborative. Si vous avez des compétences en interne, il faut les solliciter. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse disposer de la conscience de sa responsabilité dans le succès ou l'échec d'un projet. Donc, pour ça, à mon avis, il y a un esprit à asseoir et cet esprit-là, pour l'asseoir, il faut que le dirigeant que vous êtes, le promoteur que vous êtes, puisse tirer le meilleur de toutes les compétences qui sont réunies dans votre entité en les associant effectivement au projet. Et ensuite, le comité de la lecture dont j'ai parlé tantôt doit être composé de personnes qui ont quand même de grandes expériences pour la réalisation du projet. Cela permet donc de minimiser un certain nombre de, disons, un certain nombre de dérapages, quoi. Voilà. Ensuite, les faire valider toujours par donc, la même équipe. Et puis surtout, faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, des allers-retours sur lesquels il n'y a pas de prise.
En tout cas, je vous remercie de votre aimable attention et reste à votre disposition maintenant pour la suite. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser, en tout cas, je reste à votre disposition. Merci encore une fois. Merci.